Catres Mag. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Catres Mag, votre émission de sécurité, santé et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous parlerons sur deux thèmes. Le premier thème, c'est la médecine préventive du personnel hospitalier. Et le deuxième thème, c'est le bénéfice, les bénéfices d'un système de management de la sécurité et santé au travail. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir deux experts. À ma droite, Dr Abdoulaye Maïga, il est médecin du travail, il est conseiller technique en prévention des risques professionnels à l'Institut national de prévoyance sociale. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. À ma gauche, docteur Moussa Dabo, il est médecin du travail. Avec lui, nous allons discuter sur la médecine préventive du personnel hospitalier. Mesdames et messieurs, encore bienvenue sur le plateau de Catres Mag. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Le deuxième invité, c'est Dr Moussa Dabo. Ce n'est pas votre première fois d'ailleurs. Tout à fait. Docteur, vous êtes médecin du travail en terminale, DS4, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Donc en phase terminale. Tout à fait. Docteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, M. Fascoy. Donc avec lui, nous allons échanger sur la médecine préventive du personnel hospitalier. Tout à fait. À ma droite, Dr Maïga, je vais commencer mes échanges avec vous. Et bénéfice d'un système de management de la sécurité et santé au travail. Pourquoi une politique de sécurité et santé au travail dans une entreprise? Ok, merci M. Fascoy. Avant d'arriver là, il faut savoir d'abord que l'entreprise est une unité qui a deux faces, deux visages. Un premier visage que les gens connaissent bien, c'est la production des biens et des services. Et c'est ça qui intéresse la majorité des gens. Dans cette production des biens et des services, l'entreprise s'organise en direction des ressources humaines, souvent en direction commerciale, en direction d'approvisionnement et en direction commerciale, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et tout le monde court derrière ces objectifs d'économie financière et de finances. Mais ce n'est pas seulement le seul visage de l'entreprise. L'entreprise a un visage invisible que personne ne voit. Et c'est ce visage-là pour lequel on demande de mettre en place les systèmes de prévention des risques professionnels, les systèmes de management de santé et sécurité au travail. Et je m'explique. C'est-à-dire que le deuxième visage de l'entreprise, qui est largement ignoré par beaucoup d'employeurs et par beaucoup d'entreprises, et qui est à l'origine de la santé et sécurité au travail, c'est ces facteurs de nuisance que produisent l'entreprise, qui peuvent être à la base des accidents du travail, qui peuvent être à la base des maladies professionnelles, qui peuvent être dommageables pour les matériels même de production, qui peuvent être dommageables pour l'environnement. Et c'est ça qu'il faut maîtriser. Et parmi ces facteurs, on peut citer en plusieurs. Il peut y avoir des facteurs physiques. Il y a certains qui sont des facteurs physico-chimiques. D'autres sont des facteurs biologiques. Tantôt, vous venez dans votre introduction, vous allez parler tout de suite de la santé, du personnel hospitalier, qui est un personnel qui est exposé à ces facteurs biologiques. Alors, il faut maîtriser, il faut un système, il faut une politique pour pouvoir maîtriser. Au début, ces facteurs-là, on les repère, ces facteurs sont présents et c'est des facteurs qui sont indispensables même pour le fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, ici, nous sommes sur ce plateau. On a besoin de la lumière pour pouvoir travailler. On a besoin du micro pour pouvoir travailler. Mais il faut que ceci-là soit dans les normes. Une fois que ça quitte dans les normes, ça devient nuisible à l'individu, ça devient nuisible aux travailleurs. Et la santé et sécurité au travail, les systèmes de management de la santé et sécurité au travail sont là pour essayer de diminuer, sinon de supprimer ces facteurs de nuisance. Mais c'est des facteurs avec lesquels on travaille. C'est des amis pour nous, parce que ça fait partie des procédés, ça fait partie des matériels,
Ça fait partie des processus. Et il faut les maîtriser. Il faut que ces facteurs soient dans les normes. C'est des amis qui peuvent nous trahir à tout moment. C'est ça qui est à la base de ces accidents de travail dont vous entendez parler, de ces maladies professionnelles dont vous entendez parler. Et seul Dieu sait combien de drames ça fait en République du Mali. Et chaque année, on peut aller jusqu'à dans les 600 accidents de travail, plus de 20 cas mortels. Et sans compter au niveau de la sous-région, on peut aller dans les 30 000 accidents de travail. Et c'est des milliards et des milliards de francs CFA qui sont dépensés. Donc, il s'agit de prévenir ces risques. La prévention de ces risques appelle à une gestion de la santé et sécurité au travail. À partir du moment où, dans l'entreprise, il y a des fonctions qui sont reconnues, telles que les fonctions de directeur des ressources humaines, des fonctions commerciales, toute entreprise doit créer cette fonction qui doit faire partie intégrante de l'entreprise, à savoir la fonction santé et sécurité au travail. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, ici, sur ce plateau. Merci, Dr Maïga. Dr Dabo, vous êtes médecin du travail aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que le doyen vient de... Je crois qu'il a été assez édifiant là-dessus. Hein. Je préfère écouter le doyen à ce sujet-là. D'accord. Dr Maïga, mais qui est habilité aujourd'hui à gérer la santé et sécurité au travail dans une entreprise? C'est uniquement les médecins du travail ou il y a d'autres acteurs? Parce que si je vous dis la médecine du travail, c'est une discipline, c'est vaste, hein, santé et sécurité au travail. Est-ce que c'est uniquement les médecins du travail qui sont habilités? Et il faut comprendre d'abord que la santé et sécurité au travail, c'est une réglementation, c'est une législation, c'est une loi. Et la santé et sécurité au travail au Mali, elle est gérée par le Code du travail et le Code de prévention sociale. Et en ce sens, c'est le comité d'hygiène et de sécurité qui gère la santé et sécurité au travail au niveau de l'entreprise sur le plan légal. Mais à un certain niveau, ça devient un peu plus vaste et plus pointu. Ça devient affaire des spécialistes en santé et sécurité au travail. Donc là, ils n'ont pas besoin d'être médecins du travail forcément. Ils n'ont pas besoin d'être médecins du travail forcément, parce que la santé et sécurité au travail, comme son nom l'indique, c'est plusieurs disciplines. Okay. Et dans ces disciplines-là, il y a ce qu'on appelle la médecine du travail. Il y a ce qu'on appelle la sécurité du travail. Il y a ce qu'on appelle l'hygiène et l'environnement du travail. Il y a ce qu'on appelle la psychologie du travail. En quelque sorte, la santé et sécurité au travail est multidisciplinaire. Elle est multidisciplinaire. En ce qui concerne notre sous-région, vous avez parlé de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels. C'est la politique sous-régionale qui a permis à nous, les Africains, parce que nous savons que nos entreprises n'ont pas de grands moyens. Donc, il faut trouver dans la même personne plusieurs compétences. Parce que normalement, dans chaque entreprise, il doit y avoir non seulement un médecin du travail, un psychologue du travail, un hygiéniste du travail, un spécialiste en sécurité du travail. Mais au niveau de la sous-région, il y a des formations qui se font à Dakar, à Abidjan et à Cotonou. Au niveau de la même personne, on leur donne les bases qui leur permettent vraiment de pouvoir faire face à tout ça. Et c'est ce diplôme que nous avons ici en République du Mali. D'accord. Mais aujourd'hui, on vient de valider la politique nationale de santé et sécurité au travail au Mali, la politique nationale. Est-ce que les entreprises seront obligées maintenant d'avoir forcément une politique à leur niveau? Est-ce que ça devient obligatoire? Oui, dès que ça serait validé et promulgué et ça devient une loi, okay, et traduit dans le code, dans notre législation, ça serait obligatoire à ce moment, avec des dispositions de contrôle, bien sûr, au niveau des inspections du travail, qui vont contrôler l'application effective de cette loi qui a été votée en République du Mali. D'accord. Vous pensez que ça va
contribué à améliorer un peu? Beaucoup, parce que nous sommes, le pays est beaucoup en retard par rapport à la santé et sécurité au travail. Et disons que dans le code du travail, il y a ce qu'on appelle le comité d'hygiène de santé, le comité d'hygiène et de sécurité. Beaucoup, si vous prenez 100 entreprises au Mali, il n'y en a même pas 10 qui ont le comité d'hygiène de santé et sécurité au travail à leur sein. Et même parmi ces 10, tu vas trouver que 4 ou bien 5 ne sont pas fonctionnels. Donc c'est devenu un peu quelque chose seulement qu'il faut mettre pour échapper à la réglementation. Sinon, ce n'est pas appliqué. Et c'est ça même qui est à la base de la montée en puissance des accidents du travail et des maladies professionnelles en République du Mali. Beaucoup de travailleurs meurent, beaucoup de travailleurs sont accidentés alors qu'on peut les éviter si une bonne politique de santé et sécurité au travail est appliquée. Vous êtes le point focal de l'IAPRP, l'Interafricain de prévention des risques professionnels. Docteur Maïga, quel est le rôle de cet organisme? Le rôle de cet organisme, c'est d'harmoniser les politiques. Vu le fait, l'IRPP, l'Interafricain de la prévention des risques professionnels, regroupe 17 États africains avec 3 États observateurs. Et ça repose sur 4 pieds. Le premier pied, ce sont les rencontres sous-régionales, les activités promotionnelles, les observatoires, la mise en place des observatoires des risques professionnels qui va nous permettre de comprendre le phénomène des accidents du travail et de pouvoir agir là-dessus. Donc, à partir de ça, nous, on veut harmoniser nos politiques. Ça veut dire que l'IRPP est un organisme sous-régional qui nous donne des politiques harmonisées. Ce qui se passe au Mali, c'est ça qui doit se passer en Guinée. Donc, on travaille de la même façon à travers les politiques qui nous viennent du siège de l'Interafricain de prévention des risques professionnels. Très bien. On dit souvent qu'une politique de sécurité et santé au travail apporte de l'argent. Docteur Maïga, comment? Voilà. Une politique de santé et sécurité au travail de l'argent apporte de l'argent dans la mesure où ce qui se passe, c'est que ça augmente la productivité. Alors, une politique de santé et sécurité au travail bien faite, ça veut dire c'est la prévention. C'est-à-dire qu'en amont, on agit sur tous les leviers qui sont rouges. On normalise les standards. On met les moyens de protection individuelle et collective en place. On met les réglementations en place. On forme les hommes. Ça veut dire qu'il y aura moins d'accidents. Il y aura moins de maladies professionnelles. Donc, il y aura moins d'argent qui sort. Et les outils aussi sont moins endommagés. Donc, ça veut dire que ce sont des entreprises qui deviennent pérennes. Une entreprise pérenne est une entreprise qui apporte de l'argent. Donc, des études ont montré que celui qui investit dans la santé et sécurité au travail 5 francs, il gagne 50 francs. Voilà. Donc, c'est ça un peu pourquoi on dit que la politique de santé et sécurité au travail apporte de l'argent à l'entreprise. Mais les gens ne voient pas ça tout de suite. Parce que, comme je l'ai dit, la santé et sécurité au travail, les éléments sur lesquels la santé et sécurité au travail agit sont des éléments qui sont des éléments invisibles, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et pourtant, ils sont là, à la recherche des hommes et des femmes, pour leur causer des dommages, pour leur causer des accidents, pour leur causer des maladies professionnelles. Docteur Dabo, la SST apporte de l'argent. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, tout à fait. Et comme le doyen vient de le dire, d'abord, on a un problème de culture de la prévention. C'est ce qui fait qu'il parle d'invisibilité des actes qu'on pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un cas simple. Quelqu'un qui a une moto, par exemple. Aujourd'hui, quand tu lui demandes de porter un casque, pour lui, c'est un supplément d'argent. C'est une dépense. Mais alors que quand on analyse en profondeur, on se rend compte que le jour où il va faire un accident sans le casque et qu'il a un traumatisme crânien, par exemple, il va débourser peut-être 100 000, 200 000, 300 000. Alors que le casque, il aurait dû l'acheter à 25 000 francs. Donc, s'il fait une analyse en profondeur, il va se rendre compte que, en réalité, en payant le casque au départ, c'est-à-dire en investissement dans la prévention, dans la santé et sécurité, donc, il réduit les dépenses futures. Donc, c'est ce que le doyen essaie d'expliquer au bas moment. Justement, vous venez de parler du port des casques. Je sais que vous êtes le médecin dédié
au permis de conduire. Oui, quand est-ce que le port de casque sera obligatoire au Mali? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça, si, est-ce qu'il y a c'est une question qui doit être lobby dans ce sens, aux autorités. Dans ce sens, ouais. Mais je crois qu'il y a eu assez de sensibilisation pour que les gens portent les casques. Parce que quand on parle d'obligation, il faut passer par la phase d'abord de sensibilisation. Sinon, les gens ne vont pas adhérer. Donc, je crois que les autorités ont déjà fait les premiers pas. On a sensibilisé à plusieurs reprises les gens pour qu'ils puissent porter les casques. Mais je pense que dans des plus brefs délais, quand même, les autorités de transport doivent pouvoir essayer maintenant de le rendre obligatoire pour éviter les accidents de la route. Merci, Dr Dabo. Dr Maïga, quels sont les enjeux de la prévention des risques professionnels au Mali? Bon, les enjeux de la prévention des risques professionnels, les enjeux sont énormes. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux légaux, je peux même dire qu'il y a des enjeux moraux par rapport à cette situation. Et raison pour laquelle il faut, dans chaque entreprise, il faut une politique de prévention des risques professionnels. Il faut la mise en place d'un système de management de la santé et sécurité au travail. Quand je parle de système de management de la santé et sécurité au travail, ce n'est autre que la mise en place d'un certain nombre d'éléments qui sont soit dépendants entre eux ou interdépendants, qui collaborent à la mise en place, à élaborer une politique, qui collaborent à étendre, à viser des objectifs et à créer des conditions pour atteindre ces objectifs. Bien sûr, en matière de santé et sécurité au travail. Alors, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles, quand même, il faut vraiment la santé et sécurité au travail. Ça évite à l'entreprise et à l'employeur ou bien à l'entrepreneur de se retrouver devant le juge. Parce que si la réglementation a demandé à ce que chaque entreprise mette en place un système de santé et sécurité au travail, une politique de prévention à l'intérieur de son entreprise, et que ce dernier n'a pas voulu mettre, ou bien il a oublié de mettre ça sur place, et qu'il y a un accident mortel, ou bien des causes vraiment néfastes au niveau de l'entreprise, qui vont porter atteinte à l'intégrité physique et morale des travailleurs, il peut se retrouver devant le juge. Donc ça va lui éviter d'abord d'être au niveau du juge. Ça va éviter aussi des problèmes moraux. Imaginez celui qui quitte sa maison, un chef de famille qui quitte sa maison pour aller travailler. Alors, il est 16h, il est 18h, il doit descendre. Mais on vient dire à sa femme et à ses enfants qu'il est mort. Ou bien il a fait un accident grave, il est couché à l'hôpital Gabriel Touré. Vous imaginez quelle souffrance ça fait à sa femme, alors que ça pouvait être évité en amont, grâce aux mesures de prévention. Ici, il n'y a pas de la fatalité. Ici, tous les risques sont connus. Chaque fois qu'on crée une entreprise, les risques sont identifiés, les risques sont connus et comment aussi les prévenir sont connus. Et la loi est là pour dire qu'il faut mettre en place telle politique de prévention. Donc, ça va éviter ces souffrances morales, sans compter ses voisins qui vont venir s'allier, sans compter ses parents. Et vous savez qu'au Mali, derrière chaque chef de famille, il y a combien de personnes, combien de bouches à nourrir. Vous voyez ce que ça fait. Et ça va éviter des problèmes économiques et financiers. Parce qu'avec la santé et sécurité au travail, vous avez une entreprise qui ne va pas prendre du feu. Parce que quand vous faites la santé et sécurité au travail, vous avez des services sécurité incendie qui est là. Il y a de ces entreprises, si la politique n'est pas bonne, l'entreprise va brûler. Et si l'entreprise brûle, c'est le capital qui va. Il n'y a pas de salaire, il y a la pauvreté. Donc, ça, c'est 3 raisons fondamentales pour lesquelles il faut mettre la politique de santé et sécurité au travail au niveau de son entreprise. Au moins, respecter le code du travail et le code de prévention sociale qui demande à chaque entrepreneur de mettre en place le comité d'hygiène, de santé et sécurité au travail. Voilà, ce comité-là, c'est un organe qui travaille, qui est composé non seulement de l'employeur, des travailleurs, et même nous, des spécialistes de santé et sécurité au travail, et de l'inspecteur du travail qui sont là, qui à voix consultative, qui sont là comme des entraîneurs pour leur montrer comment ça se passe,
Alors, ça leur permet d'éviter beaucoup d'accidents. C'est leur droit au travail. Comme ils ont un droit au salaire, ils ont un droit aussi à la sécurité. Ils ont un droit à la santé. Et M. Faskoui, il faut savoir que la santé et la sécurité au travail, ce n'est pas une invention des médecins, c'est une invention des travailleurs. C'est les travailleurs qui l'ont inventé, c'est les travailleurs qui les demandent, et c'est les travailleurs qui l'évaluent, et c'est les travailleurs qui les jugent. Justement, vous venez de parler de justice tout à l'heure. M. Maïga, est-ce qu'au Mali, ici, on a eu des cas de condamnation par rapport au manquement en matière de sécurité et santé au travail? Au Burkina, on vient de voir une condamnation dans ce sens, le fondement de la mine souterraine. Au Mali, est-ce que vous connaissez des cas, des entreprises qui ont été condamnées ou des chefs d'entreprise qui ont été condamnés pour violation flagrante des mesures de sécurité et santé au travail? Et c'est très difficile de le dire, parce que tant qu'il n'y a pas la politique, il n'y a pas la politique qui est promulguée, et que les inspecteurs du travail puissent faire des contrôles et dire qu'au niveau de cette entreprise, la santé et la sécurité au travail n'est pas respectée. Et que ceux qui sont les victimes aussi puissent porter plainte par rapport à cette situation. Et sinon, bon, vous voyez, au Mali, la santé et la sécurité au travail, d'une manière générale, est gérée un peu par l'INPS. Parce que vous êtes même directeur des ressources humaines. Vous avez, donc, chaque fois que on recrute quelqu'un, on dit qu'il est assuré à l'INPS. Et c'est le droit commun. C'est-à-dire qu'en cas d'accident de travail et en cas de maladie professionnelle, sur la base de cotisation, l'INPS prend en charge l'individu. Donc c'est pour cela que jusqu'à présent, il n'y a pas ces accidents qui sont poursuivis sur le plan pénal. Mais quand vous prenez un travailleur et que vous ne l'avez pas déclaré à l'INPS, s'il fait un accident, le travailleur a le droit de vous poursuivre devant les tribunaux et il va gagner. Mais je ne sais pas, peut-être que certains ne connaissent pas les droits, d'autres ne sont pas sensibilisés. Sinon, tout travailleur en République du Mali qui commence à travailler, l'employeur est obligé de le signaler à l'INPS, de l'inscrire à l'INPS. Parce qu'en prévention de l'accident du travail, en prévention de la maladie professionnelle, s'il tombe malade professionnellement ou bien s'il fait un accident professionnellement, c'est l'INPS qui prend en charge. Et c'est ça la loi qui le dit. Mais tant que tel n'est pas le cas, c'est l'employeur qui est responsable et là, il a affaire au juge. Ok. En termes de chiffres, vous avez une idée en termes de chiffres par rapport aux accidents de travail au Mali? Aux accidents de travail au Mali, M. Faskoui, il faut s'inquiéter. Parce que vous savez que notre pays, dans 85 à 90% des cas, c'est l'économie informelle. Dans cette économie informelle, vous savez, il y a toutes sortes d'activités, il y a toutes sortes d'accidents qui se passent. Nous, qui enregistrons ces accidents, on n'est pas au courant. Parce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir les signaler. Ça, c'est le secteur informel. Il y a le secteur public qui est l'État. Au niveau de l'État, il n'y a pas une politique, l'État, le travail de l'État, il n'y a pas les accidents de travail ne sont pas enregistrés à leur niveau. Jusqu'à une date récente que je sais, c'est maintenant qu'ils sont en train de mettre en place une politique à la Caisse malienne de sécurité sociale. Mais nous, au niveau de l'INPS, avec les travailleurs conventionnels que nous gérons, avec nos assurés, on sait que chaque année, bon mal par an, on enregistre 520 à 600 accidents de travail. Et pour les réparer, nous déboursons 600 millions à 800 millions par an, rien que pour la réparation de ces accidents de travail. Donc, vous voyez que ça, c'est 520 à 600 accidents de travail. Ça, c'est le bout de l'iceberg. Ça, c'est infini. Ça, il faut même multiplier ça par 5 ou bien 6 pour connaître, pour avoir un peu la réalité de ces accidents de travail et de ces maladies professionnelles en République du Mali. Merci, docteur. Je me retourne vers le docteur Dabo. Je vous interpelle à ce niveau. Vous êtes le médecin pour le passage du permis de conduire, c'est ça? Tout à fait. Vous savez, les accidents de trajet sont récurrents au Mali. Tout à fait. Je crois que le taux est
très élevés. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Est-ce que le permis est passé correctement? Est-ce que si le permis est passé correctement, on ne pourra pas diminuer ces taux élevés-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est effrayant, les accidents de trajet. Parce que quittant le travail, il est concerné par les accidents de trajet en quittant son domicile pour aller au travail. Tout incident ou tout accident qui se passe sur ce trajet est considéré comme accident de travail. Donc, à ce niveau, je vous interpelle. Oui, d'accord. Je vois, j'ai double casquette ici. Parce que la thématique, pour moi, c'était la médecine préventive. Oui, on en viendra. Ouais. S'agissant des permis, je peux répondre assez aisément parce que vous savez très bien que lorsqu'il y a un accident, il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Vous avez parlé de permis. N'oubliez pas, vous êtes médecin de travail aussi. Je suis médecin de travail. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu lors d'un accident. S'agissant du permis de conduire, comme je vous ai dit la dernière fois, à Bamako, nous faisons les visites médicales d'aptitude de façon correcte. C'est-à-dire des candidats pour les catégories professionnelles, c'est-à-dire les poids lourds, transports en commun et remorques, semi-remorques, ils viennent en visite. Mais même ceux qui prétendent pour le permis poids léger, ils viennent lorsque l'inspecteur se rend compte que la personne est porteuse d'un handicap ou d'une affection qui peut être incompatible avec l'obtention de permis. Mais normalement aussi, même un candidat qui se rend compte qu'il est porteur d'une maladie et qui peut être susceptible d'être incompatible avec le permis de conduire, doit se déclarer auprès de l'inspecteur pour venir faire la visite. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. À Bamako, je parle pour Bamako. Mais maintenant, lorsqu'il y a un accident, ce n'est pas seulement le permis de conduire. Parfois, c'est l'état des routes. Parfois, c'est l'engin qui est défectueux. Ou parfois, c'est l'attitude d'une personne. Ou, et j'ai dit la dernière fois, dans 30% des accidents de la circulation sanguine, il y a l'implication de l'alcool. On a beau avoir son permis de conduire, quand on est en état d'ébriété ou on est sous l'emprise d'une substance psychoactive, parce que vous remarquez qu'il y a des chauffeurs qui prennent des médicaments qui peuvent leur donner sommeil alors qu'ils ne sont pas au courant. Soit le médecin les prescrit ou il achète lui-même et ça peut le faire dormir juste pour le rhume par exemple ou d'autres substances. Donc je pense que les accidents de la route sont liés à beaucoup de facteurs dont les autorités doivent prendre en compte de tous ces facteurs-là. Okay? Merci, docteur. Docteur Maïga, parlons maintenant des bénéfices, les avantages de politique. Oui. Sécurité et santé au travail, je sais que vous avez cité quelques bénéfices. Voilà, on a cité quelques bénéfices. Ouais. Alors, il n'y a que des bénéfices. Ouais. Je peux dire qu'il n'y a que des bénéfices. Parce que l'entreprise, c'est comme quelqu'un qui vit avec un serpent dans sa maison. À tout moment, le serpent peut te mordre. À tout moment, on peut avoir d'accidents de travail. Donc, quand tu mets la politique en place, il y a une réduction notable des accidents de travail et des maladies professionnelles. Avec cette réduction, les coûts seront réduits. Parce que moins d'accidents, moins de coûts. Et parmi les coûts, il y a les coûts directs, il y a les coûts indirects. Les coûts directs, c'est quoi? Ce sont ces ordonnances, ce sont ces factures d'hospitalisation, c'est les prix à payer pour l'hospitalisation. Alors, ce sont ces salaires que l'entreprise paye ou bien que la sécurité sociale paye. Ça, c'est des coûts directs. Mais les coûts indirects, c'est quoi? Tout de suite, quand il y a l'accident, les travailleurs arrêtés, les amis de l'accidenté, ils vont prendre des taxis ou bien prendre des motos, ils vont mettre des carburants là-dedans pour aller voir, s'allier, et ainsi de suite. Ça, c'est des coûts indirects qu'on ne peut pas chiffrer. Alors, et faire la santé-sécurité au travail, le système de management de santé-sécurité permet de diagnostiquer tout de suite les problèmes quand il les suit parce que c'est comme des formules. Le système de santé, le système de management en santé et sécurité au travail, c'est une formule prête qu'on vous donne et que vous appliquez. Donc, en l'appliquant tout de suite, vous savez là où il peut avoir le problème et vous le corrigez. Ça vous permet d'éviter l'accident. Alors, ça a une meilleure qualité du processus du travail. Parce que quand le système de management en santé et sécurité est mis en place, ceux qui travaillent, ils sont des gens qui ont l'esprit tranquille. Parce qu'ils savent qu'un système est mis en place, donc je peux travailler en toute sécurité. Ça, c'est déjà un bénéfice. Ouais.
Donc, voilà. Le travail, il est assuré. Il est assuré. Il est rassuré. Il est assuré, il fait des rendements. Exactement. Voilà, il fait rendement. Voilà. Alors que dans l'autre cas, vous voyez, tant que le travail n'est pas rassuré, voilà, il est toujours là en train de réfléchir pour sa sécurité. Exactement. Alors qu'en amont, sa sécurité, les gens ont déjà réfléchi, ils ont mis des formules prêtes, qu'ils ont mis en place un système. Donc, et ça donne aussi une certaine crédibilité à l'organisation. L'organisation, l'entreprise qui a un système de management en santé et sécurité au travail, et l'organisme qui n'a pas ça, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, si vous partez dans ces entreprises-là, quand vous arrivez au niveau des entreprises qui font la santé et sécurité au travail, vous avez l'impression que vous n'êtes pas au Mali, parce que vous allez voir tous les moyens de protection, tous les moyens de protection individuels, collectifs, voilà. Donc tout est respecté, même à la porte avant d'entrer, on essaie vraiment tu dois rentrer à gauche, tu dois rentrer à droite. Tout ça, c'est des mesures de prévention qui, à la longue, ça permet d'éviter quelque chose. Voilà, ça permet d'éviter quelque chose. Donc, et puis ça permet d'assurer les gens, il y a une certaine augmentation, parce que quand le système de management est mis en place, ce n'est pas le responsable, ce n'est pas le chef seul qui est responsable. C'est-à-dire qu'il y a la participation des travailleurs. Donc, la formule là, il y a le nom des travailleurs là-dedans. Donc, il y a une partie, c'est-à-dire que la formule ne peut pas aller sans les travailleurs, sans la participation des travailleurs. Donc, il y a un engagement collectif. Tout le monde se sent concerné. Tu es responsable de tout le monde et tout le monde est responsable de toi. Donc, c'est exactement cette forme. Donc, il y a un meilleur climat de travail et une implication, et le personnel, en général, ne cherche pas à se fermer. Parce que tu ne peux pas quitter une entreprise où il y a la sécurité pour aller dans une entreprise où tu n'es pas sécurisé. Ouais. Voilà. Vous voyez, si réellement tu es quelqu'un qui travaille en hauteur, ton travail, ça te permet de travailler en hauteur, et que dans l'entreprise dans laquelle tu es, il y a des harnais de sécurité, c'est-à-dire que quand tu travailles en hauteur, il y a de ces cordes qu'on appelle les harnais de sécurité qui te permettent de te maintenir, même si tu tombes, tu ne vas pas t'écraser. Tu ne peux pas laisser ce travail pour aller chez une autre entreprise. C'est un élément de rétention. Voilà. Vous voyez, ouais. Donc vous voyez, c'est un élément de rétention. Ouais. Ça veut dire que celui qui veut garder son travailleur, à la longue, et ainsi surtout qu'aujourd'hui, un travailleur qui a déjà fait 10 ans chez toi d'expérience, ça, c'est un spécialiste. Si ce dernier fait un accident, il faut 10 ans pour pouvoir former un autre travailleur, ou bien si ce travailleur, pour manque de sécurité, il s'en va, comment est-ce que tu peux trouver un ouvrier expérimenté? C'est un problème. Donc les entreprises doivent faire attention à cette situation. Donc, et ça permet aussi, tant qu'il y a la santé et sécurité au travail dans une entreprise, il y a les besoins d'uniformisation. C'est-à-dire que toi, tu es d'une entreprise qui fait des mines. Alors, ton bon exemple là, moi, si je dois ouvrir une entreprise de mines, je n'ai pas besoin d'aller chercher loin, je viens prendre le bon exemple chez toi. Tu deviens une entreprise de référence. Une référence, et on gagne du temps, c'est le pays qui gagne et tout le monde gagne dans cette situation. Ouais. Donc, tu vois, ça, même quand l'entreprise là est bien cotée, il y a le système de management là-dedans, il y a moins d'accidents. Tu as fait 1 année, 2 ans d'accidents, tes assurances là. Et même, vous pouvez même discuter ça. Parce que tu fais moins d'accidents, l'assurance même, tu dis, bon, maintenant, moi, je vais payer à 50% de ce que je payais il y a 3 ans. Il va te dire, d'accord. Parce que moi-même, assurance, je suis d'accord que tu investis les 50% que tu vas retenir, tu investis ça dans la prévention. Vous voyez? Donc, c'est un moyen aussi de revoir un peu cette assurance. Donc, et puis, quand tu fais la santé et sécurité au travail aussi, dans le management, il y a une meilleure proactivité. C'est-à-dire que vous anticipez les choses. Les choses sont anticipées à l'avance. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que lorsqu'il y a l'accident, quand il y a l'accident, c'est fini. Ça, c'est pour aller à l'hôpital. Donc, mais on anticipe l'accident. Ça veut dire que l'accident ne se fera pas. Une proactivité.
Donc, on ne peut pas tout énumérer, mais ça, c'est quelques avantages. Je pense bien qu'ils peuvent vous convaincre. Oui, c'est clair. Docteur Dabo, vous avez quelques éléments à ajouter. Je crois qu'à ce niveau, donc, sans d'autres formes de transition, nous allons attaquer notre deuxième thématique, qui est la médecine préventive du personnel hospitalier. Docteur Dabo, la santé et sécurité au travail fait partie des défis majeurs de notre ère. Donc, comment ça se passe en milieu hospitalier? D'accord. Oui. Donc, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez. Et donc, la santé et sécurité au travail en milieu hospitalier, ce qu'on appelle communément la médecine préventive du personnel hospitalier, en fait, c'est une branche de la médecine du travail, de la santé et sécurité au travail, qui fait la promotion de la santé et sécurité au travail en milieu hospitalier. Je m'explique. Le milieu hospitalier, c'est une entreprise, voilà, qu'elle soit publique ou privée. Elle présente des risques, comme mon aîné vient de l'expliquer tout de suite. Et ces risques, elles sont multiformes. Voilà. Elles sont biologiques parfois, c'est des infections qui existent dans le champ de l'hôpital. Elles peuvent être physiques, qui sont les rayonnements radioactifs et autres. Elles peuvent être chimiques aussi, parce qu'on a les substances avec lesquelles les gens travaillent, notamment ceux qui font les nettoyages, les services de nettoyage dans les hôpitaux. Elles peuvent être ergonomiques aussi, c'est lié à la posture. Par exemple, quand vous prenez par exemple l'administration dans l'hôpital, les secrétaires peut-être vont passer plus de 8 heures de temps assises, donc elles vont développer des affections au niveau du dos et autres. Et ça peut être lié aussi aux manutentions, par exemple sur les brancardiers qui soulèvent des poids qui sont assez élevés. Donc tous ces risques, eu égard à cela au sein de l'hôpital, donc la médecine préventive du personnel hospitalier se charge de faire la promotion de cette santé et sécurité au fin que le travail dont ils viennent, pour lequel ils doivent être épanouis, ne puisse pas leur poser préjudice. Donc, c'est un peu ça le leitmotiv de la santé et sécurité au travail dans le milieu hospitalier. Mais là, quelles sont les catégories professionnelles en milieu hospitalier? D'accord. Dans le milieu hospitalier, il y a plusieurs approches d'abord. On peut les subdiviser selon certaines approches en personnel médical, en personnel paramédical, en stagiaire, en aide et en service technique. Donc, les personnels médicaux, c'est quoi? C'est le médecin, c'est le chirurgien dentiste, c'est le pharmacien. Les paramédicaux, c'est les infirmiers, les biologistes et tout ce qui aide le médecin dans sa tâche. Et ensuite, il y a les aides. Les aides, ça peut être les aides-soignants ou les brancardiers dans le service. Et ensuite, il y a l'administration. Parce que l'hôpital, ce n'est pas que des techniciens, il y a aussi l'administration. Il y a le directeur de l'hôpital, il y a les secrétaires, comme je l'ai dit, et il y a les responsables des ressources humaines aussi. Donc, on peut avoir cette approche-là. On divise ça en médical, paramédical, en aide et en stagiaire. On peut aussi voir une autre approche, qui est l'approche anglo-saxonne, où on a, comment on appelle ça, l'administration, on a les services des soins, et on a les services techniques, mais en ce moment-là, les services techniques, c'est plus, par exemple, ceux qui sont chargés de la cuisine, de la restauration, ceux qui sont chargés de la vianderie, et les mécaniciens et le peintre de l'hôpital, qu'on doit considérer aussi comme personnel au sein de l'hôpital. Justement, docteur Dabo, comment on arrive à identifier tout ce personnel au sein de l'hôpital? Je rentre dans une structure hospitalière, je vois tout le monde en blouse blanche. Est-ce que c'est normal? Mais ça, je ne sais pas qui est infirmier, qui est paramédic, vous venez de dire, qui est pharmacien, qui est... Voilà, comment on arrive à faire cette différence? J'avoue que ça, c'est une très bonne question, mais ce flou, il règne chez nous ici, en règle générale. Ouais. Quand on rentre à l'hôpital, tout le monde est en blouse blanche. Voilà. Il arrive même parfois de voir, par exemple, voilà, le brancardier en blouse chirurgicale, donc c'est pêle-mêle. Donc ça, c'est une question d'organisation. Mais je pense que de plus en plus, les structures sont en train de se mettre au diapason pour essayer de respecter cette codification vestimentaire. Vous allez voir, par exemple, que le médecin, il peut porter une blouse blanche avec la manche longue. Mais l'infirmier ou le paramédical, c'est une blouse blanche avec la manche courte. Il y a le chirurgien qui est codifié en vert, etc. Donc c'est bien codifié. Mais après, le respect de cette codification, c'est autre chose. Donc je vois que votre question est pertinente. Merci, docteur. Oui. Docteur Maga, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que le... Oui, il a bien introduit, mais moi, au lieu d'aller dans la classification du personnel, moi, je préfère parler du travailleur. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hôpital, toute personne qui travaille là-bas est considérée comme travailleur. Et maintenant, comme le cadet là, il vient de le dire, il faut identifier les risques
quel est le risque auquel fait face tel ou tel travailleur. Alors, comme il vient de le dire, à l'hôpital, il y a une catégorie de personnel qui fait face aux risques biologiques. Oui, j'en viens. En fait, ça, c'est des questions, voilà, des questions qui sont okay, destinées d'accord. Docteur Dabo. Oui, tout à fait. Voilà, donc je continue avec vous directement avec ce qu'il voulait tout à fait, aborder, c'est ça, les risques professionnels. Les risques professionnels, effectivement, en préambule, je l'avais dit, au sein de l'hôpital, il y a des risques. C'est pourquoi j'ai catégorisé d'abord. La catégorisation, c'est pour faire en sorte qu'on puisse identifier les risques. C'est ce que je disais. Celui qui est à l'administration ne va pas avoir les mêmes risques que celui qui est dans un laboratoire, qui ne va pas avoir les mêmes risques que celui qui est dans un service de radiologie. Vous savez, par exemple, j'ai parlé de risques biologiques. Les services de soins, les services de diagnostic et de consultation sont des services potentiellement à risque infectieux. Donc, vous allez voir les risques. Par exemple, dernièrement, on a vu la Covid. Il y a beaucoup d'agents qui sont dans les services de soins qui ont été contaminés par la Covid. Il y a eu ultérieurement l'Ebola. Mais tous les jours, on a des infections, par exemple, par la tuberculose, par le VIH, par l'hépatite B et C, en l'occurrence. Donc ça, c'est des risques biologiques qui sont connus au sein de l'hôpital. Ça peut être des risques bactériens, viraux et parasitaires. Et on parle généralement d'explosion de sang aussi. On parle d'accidents d'exposition au sang. Ça, c'est le cas classique. Voilà. En dehors des expositions biologiques quelconques, il y a les accidents d'exposition au sang qui sont courants dans les services. Parce que même en venant ce matin, j'ai lu une thèse d'un étudiant qui date de 2019, qui a fait une thèse au niveau de la commune 3 et qui a révélé qu'il y avait à peu près 30% d'accidents d'exposition au sang dans cette structure. Sur 125 personnes qu'ils ont étudiées, ils se sont rendus compte que 37 avaient été exposés au sang, que ce soit par des piqûres ou par des projections sur les muqueuses, etc. Donc ça, c'est des risques biologiques. On a les risques physiques dont j'ai parlé, les rayons X. Celui qui est dans un service de radio, évidemment, il est exposé aux rayons X, n'est-ce pas? Le chirurgien qui est au bloc chirurgical, qui utilise de plus en plus maintenant des appareils à bistrou à laser, les rayonnements non ionisants, sont des risques physiques. Il y a des risques chimiques. Je l'ai expliqué, j'ai dit celui qui est le technicien de surface qui nettoie la surface, il travaille avec par exemple l'eau de Javel. Il a des possibilités d'irritation de la peau, d'eczéma et autres allergies. Ça, c'est un risque. Mais j'ai parlé également de risques ergonomiques qui est lié à la posture du travail. Un chirurgien qui va faire 8 heures du temps en train d'opérer quelqu'un, on ne serait pas étonné que dans 10-15 ans, il fasse une lombalgie ou il fasse une compression discale. Mais au-delà de ça aussi, il y a quelque chose qui est de moins en moins, qui est moins évalué dans les hôpitaux, c'est les risques psychosociaux. C'est-à-dire, dans l'hôpital, c'est un environnement qui peut être bruyant. Voilà. Il y a les cris des enfants en pédiatrie, il y a les insultes des proches de parents là-bas, il y a la mort qui survient à l'hôpital qui affecte le soignant. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de stress au niveau de l'hôpital. Et ce risque-là aussi doit être pris en compte au sein du milieu hospitalier. Merci, Dr Dabo. Et Dr Maïga, vous êtes un fonctionnaire au niveau de l'Institut national de prévoyance sociale. C'est vous qui gérez les accidents de travail. Dr Maïga, est-ce que les accidents biologiques dont tu fais référence, dont tu viens de mentionner, sont pris en charge par la Caisse de sécurité sociale au Mali? Un infirmier ou un médecin qui se pique le doigt, il est infecté par l'hépatite B. Comment ça se passe? Bon, avant d'arriver à ce niveau, j'ai un cri de cœur. Ça veut dire que au niveau de l'hôpital, le personnel de santé est là, nuit et jour, pour donner la santé au reste de la population. Et ils s'oublient eux-mêmes. Mais voilà, donc tu as terminé la phrase, mais est-ce qu'eux-mêmes sont protégés? Ils ne se posent pas cette question. Et les responsables de l'hôpital aussi ne se posent pas cette question. En général, après avoir sorti des écoles de médecine et des écoles de santé, on envoie les gens aller travailler sur les lieux de travail qui est à l'hôpital. Alors que Dr Dabo vient de les expliquer, il y a une multitude de risques au niveau de là-bas. Ils n'ont aucune formation par rapport à ces multitudes de risques. Et comment se protéger encore? Donc,
Et beaucoup attrapent des maladies telles qu'il vient de le dire, l'exposition des sang, qui fait partie quand même des accidents du travail. Aujourd'hui, si réellement ça a été démontré, ça fait partie de la liste des maladies professionnelles ou bien des accidents de travail. C'est considéré même comme un accident de travail et c'est pris en charge. Si réellement avant que l'individu ne commence à travailler, normalement, on doit faire sa sérologie. Si sa sérologie est négative avant qu'il ne commence à travailler dans son dossier, ultérieurement, s'il venait à devenir positif et qu'il arrive à démontrer que c'est à la suite d'un traitement qu'il est positif, la loi malienne demande à ce qu'il soit pris en charge comme un accident de travail. Alors, ça amène la question du dossier médical. Ça amène la question du dossier. Normalement, tout travailleur doit avoir un dossier médical. Chaque entreprise doit avoir un service médical avec un dossier médical. C'est ça la médecine du travail. Et ce dossier médical est là pour te suivre. Pour te suivre, si tu changes de poste, tu peux changer d'activité, tu peux changer de poste. Ça permet de faire une traçabilité de ton parcours. Une traçabilité de là où tu as pu attraper le risque. Et souvent même, ce dossier peut te servir même après la retraite. Parce qu'il y a de ces maladies qui ne se déclarent que très tardivement, qui ont une évolution très lente, qui ne se déclarent que très tardivement. Et si pendant le moment où se déclare, ça trouve que peut-être que tu es déjà à la retraite de 5 ans, 10 ans, alors, s'il y a le dossier médical, tu es capable de fournir des preuves pour que tu puisses prendre en charge. C'est un droit, comme j'ai dit, la santé et sécurité au travail, c'est un droit à la sécurité et à la santé. C'est un droit des travailleurs. C'est un droit comme le salaire, c'est un droit comme les droits de l'homme. Hein. C'est dans le cadre des droits de l'homme. Voilà. Merci, docteur Maïga. Merci. Docteur Dabo, quel est le cadre réglementaire de la médecine préventive en milieu hospitalier au Mali? D'accord. Donc, je vous remercie pour la question. Actuellement, au Mali, comme vous avez spécifié, contrairement aux autres pays, parce que je connais un peu la législation française par rapport à tout ce qui est cadre réglementaire en médecine préventive du personnel hospitalier, au Mali, il y a des brides de textes, mais il n'y a pas de texte spécifique pour la médecine préventive du personnel hospitalier. L'aîné vient de l'expliquer assez spécifiquement. Quelqu'un qui est victime d'un accident d'exposition au sang dans une structure hospitalière, publique en l'occurrence, comme moi je suis fonctionnaire, ou une maladie professionnelle, en dehors des soins qui lui sont apportés par le gré de son employeur, en réalité, il n'y a pas de prise en charge. Parce que les maladies professionnelles et les accidents de travail ne sont pas reconnus comme tels chez les fonctionnaires. Il y a l'INPS qui est dévancière, qui est pionnière dans ce domaine. Lorsqu'il s'assouvient peut-être dans une structure privée qui est affiliée à l'INPS, là, il est couvert par le régime accident de travail, maladie professionnelle de l'INPS. Mais dans la fonction publique, ce n'est pas le cas jusqu'à ce qu'on promulgue cette loi de la politique de santé et sécurité au travail. Donc, actuellement, les cadres réglementaires qui existent actuellement, on s'appuie sur le Code du travail actuellement, qui dit qu'il faut que l'employeur assure une santé et des conditions de travail saines et salubres pour son employé. Mais il y a aussi, par exemple, l'agence. Il y a une ordonnance que j'ai relevée et pas plus tard que ce matin, l'ordonnance 0252-2002, qui est relative à la radioprotection. Généralement, il y a une agence nationale de radioprotection qui existe au Mali, qui est chargée de la surveillance, de l'évaluation des risques de radioactivité chez les personnels qui travaillent dans les services de radiologie. Ça existe. C'est de la médecine préventive du personnel hospitalier. Mais ça se limite au personnel hospitalier. Mais elle consiste, une fois encore, à aller surveiller pour ne pas qu'il y ait des risques élevés pour le personnel. Mais même si ce personnel a contracté une maladie liée à la radioactivité, notamment le cancer par exemple, il n'y a pas de texte qui prévoit de réparation dans le milieu public actuellement. Donc, ensuite, il y a l'Agence nationale de biosécurité aussi, qui, comme je l'ai dit, est chargée de surveiller aussi les risques de biosécurité au sein des laboratoires, mais il n'y a pas de réparation en vue. Lorsqu'il y a une exposition d'un agent, il n'y a pas de réparation comme accident de travail ou comme maladie professionnelle. Donc, sur le plan réglementaire au Mali, il y a des brides de règlements ça et là, mais il n'y a pas de test spécifique qui couvre le personnel hospitalier
au sein des hôpitaux actuellement. Et dans la sous-région? Dans la sous-région, j'ai parcouru un peu le document de la Côte d'Ivoire, là où j'ai fait mes études. Ils ont ce qu'on appelle le consensus d'Abidjan. Sinon, en matière de textes réglementaires, ils sont aussi pauvres que nous, mais ils ont en 2002 établi ce qu'on appelle le consensus d'Abidjan, où il y a obligation, par exemple, pour toutes les entreprises privées et publiques qui travaillent dans le secteur de la santé, de la salubrité, du nettoyage, il y a des obligations, par exemple, vaccinales. Quand tu travailles, par exemple, dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, tu fais la visite médicale d'embauche comme ça se fait à l'INPS. Parce que comme il a dit au préalable, il faut qu'on sache au départ, quand on t'a embauché, tu n'avais pas le VIH, tu n'avais pas l'hépatite. Parce que si tu es exposé à ça et qu'on se rend compte que tu as ça, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne l'avais pas quand on t'embauchait? Il n'y a pas de visite médicale d'embauche en réalité dans le public, actuellement. Donc, ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le consensus d'Abidjan, où il y a obligation vaccinale pour même les entreprises publiques, les hôpitaux, de vacciner le personnel. Pour certains vaccins, par exemple, pour la tuberculose, à l'embauche, on vous fait la radio, l'intra-dormant réaction à la tuberculine. Lorsque c'est négatif et que la personne a moins de 25 ans, on lui fait le vaccin de BCG. La même chose pour l'hépatite B. On va lui faire une immunisation, un vaccin pour l'hépatite B. Et pour ceux qui sont dans la restauration, j'ai souligné, il y a les restaurants dans les hôpitaux, on vous fait les vaccins pour la fièvre typhoïde. OK? Donc, ailleurs, il y a des brides aussi de textes, mais ce n'est pas aussi formel qu'en France. En France, il y a vraiment toute une réglementation qui encadre le personnel hospitalier dans le public. Ok, justement, comment vous voyez la qualité de vie au travail dans les structures de santé au Mali ici? Bon, comment je vois ça en réalité? Parce que ça, c'est une comparaison qu'on va faire. Par rapport aux autres pays, nous avons énormément de problèmes. Parce que, mais bien avant d'aller dans les textes réglementaires, il y a déjà des briques d'information qui sont données par exemple aux mesures de prévention universelle, de protection. C'est-à-dire la base. C'est-à-dire porter un gant, se laver les mains, okay, porter un masque, voilà, porter des lunettes de protection. Mais j'avoue que dans les structures publiques, il y a du mal à assurer cette dotation. Parce que ça demande aussi des moyens, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais ça demande des moyens. Vous allez trouver parfois des gens qui font des soins dans les structures hospitalières sans porter forcément les gants. Donc, alors qu'on sait que quand on porte les gants, même si on a une piqûre, ça peut limiter au moins la transmission de la maladie. Okay? Quand on porte un masque, par exemple dans une unité où il y a la tuberculose, il y a une réduction de ce risque de transmission de la tuberculose. Donc je pense qu'actuellement, à ce niveau-là, le constat il est un peu amer. Non. Mais je pense aussi qu'il faut développer cette culture de prévention chez l'homme malien pour qu'on puisse adopter ça. Parce qu'il se peut aussi, comme on te donne cette dotation, mais quand tu n'es pas sensibilisé au risque qu'il y a, tu ne vas pas le mettre. C'est ce que j'ai expliqué dans le cadre du casque. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de mettre les casques, mais il n'y a pas cette culture de la prévention. Exactement. Dr Maya. Bon, si j'essaie de dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit, par rapport aux hôpitaux, ou bien d'une manière générale, la prévention des risques professionnels est soit méconnue, et soit les moyens mis à leur disposition, comme j'avais demandé au début, que ça soit même réglementaire que au niveau de l'entreprise, que ça soit une fonction comme. Voilà. Donc ça, dès que c'est reconnu comme une fonction, le budget de l'entreprise, il aura sa part là-dedans. Et donc on sait que on doit mettre tel montant dans la santé et sécurité au travail. Sinon, la santé et sécurité au travail actuellement au Mali, c'est à la bonne volonté seulement du premier responsable, c'est secondaire. Mais justement, avec voilà, la validation de la politique nationale, je crois. Voilà, avec la validation de la politique nationale, je crois que, parce que quand on parle de politique nationale, il y aura les inspections. Exactement. Et les inspections, on ne va pas inspecter seulement pour aller les mains libres, on va inspecter pour frapper, pour punir. Mais ce que je demande surtout, il faut que les gens sachent que même là où nous sommes aujourd'hui, la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une entreprise. Il faut identifier les risques.
au moins savoir à quoi on a affaire. On a en face, qu'est-ce qu'on a en face de nous. Et ça, quelle qu'en soit l'entreprise, je pense, on appelle ça d'une manière générale le document unique. Il faut que déjà, arriver à la télévision Joliba ici, où nous sommes, que je trouve un document à la porte qui me montre tous les matériels avec lesquels ils travaillent et quels sont les risques qui sont par rapport à ces matériels et quels sont les moyens de protection, ainsi de suite. Même s'ils n'ont pas les moyens de protection, au moins, quand tu sais la chose, tu connais la chose, tu peux l'éviter. Voilà. Tu es rassuré quand même. Ok. Voilà. Mais moi, à mon niveau, je vous rassure que voilà, on a l'issue de secours quand même, en cas de problème. On a 2 portes, quoi. Donc, c'est la prévention. Ok, donc vos propositions pour l'amélioration de la qualité de vie, est-ce que vous avez des propositions dans ce sens? Dans le milieu hospitalier? Oui, dans le milieu hospitalier, bien sûr. Évidemment. Moi, j'ai des propositions, bien entendu. Mais comme je l'ai dit, il y a déjà une volonté et puis il y a déjà des pionniers qui ont déjà fait quelque chose. L'Institut national de prévoyance sociale, c'est une structure qui existe et sur laquelle on doit s'appuyer pour développer la culture de la prévention. Donc, il y a déjà des brides de textes qui existent dans cette structure-là. Mais ma proposition, c'est quoi? D'abord, il faut mettre en place un comité d'experts pour la gestion des risques, enfin, pour mettre en place des textes réglementaires pour gérer ces risques-là. Parce que ce n'est pas que le médecin du travail, mais on peut ajouter les vaccinologues, les immunologues, les infectiologues, voilà, les spécialistes en radioprotection, les spécialistes en psychologie, pour pouvoir déjà mettre des textes convenables pour la prévention des risques professionnels sur le personnel hospitalier. Et s'appuyer aussi sur des NPS pour effectivement, parce qu'il y a la politique qui passe certainement, je pense que ça va résoudre énormément de choses pour pouvoir déjà, parce qu'il y a de nouveaux tableaux de maladies professionnelles, je crois, actuellement en République du Mali, donc adapter celui de l'INPS aux fonctionnaires de l'État pour qu'on puisse aussi, un temps soit peu, réduire cette souffrance des personnels hospitaliers. Merci, docteur Dabo. Docteur Maïga, on est presque à la fin de cette émission. Le régime me fait signe déjà. En quelques secondes, vos derniers mots. Bon, je peux dire très que, rapidement. Voilà, donc très rapidement, ce que je demande, mon dernier mot très rapidement, c'est que au niveau qu'on sache que toute activité, derrière toute activité, il y a des risques. Et qu'il faut chercher à connaître ces risques. Dans le cas des hôpitaux, il faut connaître les systèmes de management qui s'appliquent à la santé, sécurité au travail, les WISE, les WISE Health. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'au niveau de la santé publique, le ministère de la Santé du Mali, en collaboration avec le Bureau international du travail qui est à Dakar, a commencé à former les centres dans les WISE. Comme je disais, les systèmes de management, ce sont des formules fin prêtes. Il y a des formules pour l'agriculture, ceux qui sont dans le secteur agricole. Il y a des formules pour ceux qui sont dans le ramassage des déchets. Il y a des formules pour ceux qui sont dans la santé. Donc, cherchez ces formules. Il y a des formules pour ceux qui sont dans les bâtiments. Cherchez ces formules sous forme de système de management. Ils ont leur nom, ils ont les livres. Il faut que les entrepreneurs ou bien les employeurs forment leur personnel et mettre en place ces formules sur place, qu'on appelle système de management de la santé et sécurité au travail. Merci, docteur Maïga. Très rapidement, docteur Dabo. Très rapidement, je crois que l'aîné l'a déjà dit. Déjà, il faut identifier les ressources humaines. Parce qu'on parle de santé et sécurité au travail, mais déjà, il faut former les gens. Il faudra que le personnel soit formé en matière de santé et sécurité au travail, que ce soit les médecins, les infirmiers, les psychologues. Donc, je vois de plus en plus, il y a de nouveaux médecins qui vont se former, il y a des infirmiers. Et donc, d'abord, après l'identification de ce personnel-là, j'ai déjà vu qu'ils ont commencé à mettre en place les comités d'hygiène et de sécurité au travail dans les hôpitaux. Donc, c'est déjà un bon élan qui a été pris par les autorités. Donc, c'est d'encourager les autorités à pouvoir mettre en place ce système de management de la santé et sécurité au travail pour le bien-être des travailleurs dans le milieu de la santé.
Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de cette émission. Je vous rappelle que nous étions avec Dr Abdoulaye Maïga. Il est conseiller technique en santé et sécurité au travail à l'Institut national de prévoyance sociale. Il est le point focal aussi de l'IAPRP au Mali. Deuxième invité, Dr Moussa Dabo. Il est médecin du travail. Voilà, il est le médecin dédié à la visite médicale, le passage du permis. J'aime bien ce mot-là. C'est très intéressant. Donc, j'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. J'espère vous revoir ici encore pour d'autres thématiques. Mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien.